souvent que les belles rencontres font les belles histoires. Mais le contraire existe également. C'est-à-dire que les mauvaises rencontres, celles dont on se serait bien passé, peuvent faire tourner une journée compensée sans souci majeur en cauchemar. Voici 3 d'entre elles. La première se passe à La Réunion lors d'une banale balade, en pleine saison chaude, vers la fin du mois de janvier. Tom et Léa ont pris l'habitude d'attendre le début de soirée pour promener leurs chiens, tout en évitant les fortes chaleurs. Enfin, éviter, c'est une façon de voir les choses. Disons que pour ne pas quasiment voir sa peau griller au soleil, et que Fripouille, le petit chien qui les accompagne toujours, ne se brûle pas les pattes. Ce jour-là, ils partent comme à l'ordinaire en fin de journée pour promener Fripouille dans les alentours. En fait, ils habitent une petite case un peu isolée dans l'est de l'île, plus ou moins située à mi-chemin entre de nombreux champs de canne à sucre et la végétation sauvage. Celle-ci étant dense, difficilement franchissable et dépourvue de sentiers, car hors zone touristique, il était bien plus agréable de se promener dans les petits chemins qui traversaient les champs. C'était calme et peu fréquenté. Il n'y avait guère qu'à la période de coupe que ces sentiers s'animaient. Vu que Fripouille portait bien son nom, il était impossible de le lâcher en présence d'autres personnes, et surtout d'autres chiens, sous peine d'assister à une belle bagarre. Le début de la balade était sans encombre. Au bout de quelques mètres, Fripouille était lâché et gambadait joyeusement jusqu'à ce qu'il s'arrête net. Il était à une bonne dizaine de mètres devant, et au fur et à mesure que Tom et Léa se rapprochaient, ceux-ci commençaient à sentir une odeur piquante et désagréable. Elle devenait de plus en plus forte et horrible au fur et à mesure de leur avancée, jusqu'à se transformer en une puanteur nauséabonde. C'est seulement lorsqu'ils arrivèrent à hauteur de Fripouille qu'ils comprirent d'où venait l'odeur, et surtout ce qui était la cause de son attitude étrange. Il y avait des restes de chiens brûlés et à moitié dévorés au beau milieu de l'intersection, comme si le ou les chiens avaient été dépecés avant que certains morceaux ne servent de repas macabre. Le soleil avait fait le reste, faisant frire la chair à vif des cadavres abandonnés. L'odeur était infecte, difficilement supportable. Mais ce qui interrogeait le plus, c'était surtout de savoir qu'est-ce qui avait fait ça et pourquoi. Malgré les réticences de Léa, qui exprimait le désir de partir au plus vite de cet endroit, peu rassurée par cette découverte morbide qui lui provoquait des hauts le cœur, Tom s'approcha des cadavres pour tenter de comprendre ce qui avait bien pu provoquer ce tableau écœurant se trouvant sous ses yeux. Tom avait cette manie malaisante de vouloir connaître en détail ce qu'il avait sous les yeux, ce qui lui avait déjà valu à plusieurs reprises les remontrances de Léa qui ne partageait pas ce besoin de savoir parfois incompris. Quoi qu'il en soit, ignorant les demandes de Léa de laisser tomber et de rentrer, Tom inspecta de plus près les restes calcinés sur la terre asséchée par le soleil de plomb. Il constata la présence de traces fines sur toute la longueur des flancs. Il était évident qu'il s'agissait de marques d'une lame très tranchante. Mais ce n'était pas le plus curieux. Si les corps semblaient avoir été éviscérés par une main humaine, il y avait autre chose. Quelque chose le dérangeait. Des marques de dents et de griffures. Mais ça ne ressemblait à rien de ce que Tom connaissait, et vivant dans les parages à l'état sauvage. Il avait parcouru des dizaines de livres traitant des caractéristiques de la faune et de la flore de la région, et ce qui se trouvait sous ses yeux n'en faisait pas partie. Il remarquait aussi que les pattes, le cou et le crâne des pauvres bêtes devant lui avaient été sectionnés par endroits, laissant ressortir les os, eux-mêmes en partie croqués. De ce qu'il pouvait voir, ces chiens avaient été tués ailleurs qu'ici, volontairement découpés, puis donnés en pâture aux responsables de ce carnage, comme une offrande. Tom était au courant de certaines croyances parcourant l'île, et il se demandait si ce spectacle déroutant n'était pas une preuve d'horribles pratiques d'une partie de la population pour se préserver de la colère de créatures.
une manière de les tenir éloignés des habitations proches en leur offrant la nourriture dont elles avaient besoin. Un sacrifice. C'était bien de cela qu'il s'agissait. Mais Tom n'eut pas le loisir d'en savoir plus, car Léa lui signalait que quelque chose approchait vers eux. Elle voyait les tiges des cannes à sucre ployées sous le coup du passage d'un animal se dirigeant dans leur direction. Tom se rendit compte à son tour de ce qu'avait constaté Léa, confirmé par les aboiements intempestifs de Fripouille que Léa avait du mal à retenir. Elle avait été obligée de le rattacher pour qu'il ne se rue pas vers la chose qui s'approchait d'eux dans un geste de défense de ses maîtres. Ni une ni deux, Tom se rua vers Léa, lui prenant le poignet après avoir pris Fripouille dans ses bras et l'entraîna avec lui à courir le plus loin possible. Il était parfois téméraire, mais pas courageux au point de se trouver nez à nez avec une créature capable de briser des os et de se repaître de la viande de malheureux chiens servant d'offrande. Tom et Léa ne sont plus jamais allés se promener dans le coin. Ils avaient bien trop peur de revivre une expérience similaire et craignaient de ne pas avoir autant de chance que cette fois-ci. La seconde histoire concerne un mec glauque rencontré lors d'une balade à vélo. Je vous donne le contexte. C'est le printemps, il commence à faire beau et je commence à avoir envie de reprendre mon vélo pour aller me balader afin de profiter des arbres en fleurs et du retour de la douceur. Il est 8 heures, il fait déjà un beau soleil. Alors je prends mon VTT, un petit sac avec une bouteille d'eau et quelques bonbons et c'est parti. J'ai la chance d'avoir à proximité plusieurs possibilités de promenade. Des sentiers destinés au vélo, des petites routes très peu fréquentées, ou encore de très nombreux chemins traversant les champs ou simplement la végétation et les espaces boisés pour relier divers champs entre eux, vignes ou vergers. Bref, un petit paradis pour qui aime partir sans direction précise, avec pour intention simplement de se balader dans la nature ou les espaces verts. Au bout d'à peine 5 minutes, j'ai quitté le lotissement pour me retrouver dans un premier petit sentier. Je vois rapidement que les pêchers sont déjà en fleurs. Irrésistiblement attiré par ce beau décor juste pour moi, je décide de couper à travers le verger et rejoins un autre petit chemin. Je commence à avoir chaud, la douce lumière du matin si agréable a laissé place à un franc soleil. Du coup, je m'arrête pour manger une partie de mes bonbons et boire un peu d'eau. Reboosté et motivé, j'enfourche mon vélo et repars en direction d'un petit sentier caillouteux et ombragé cette fois. Au bout de quelques temps, je regarde ma montre et constate que l'heure a tourné. Il est déjà temps de rentrer et d'accélérer un peu le mouvement. Omnibulé par cette excellente idée, je ne prête pas attention aux cailloux et surtout à la branche en travers du chemin, provoquant ma chute. Surprise et me remettant de la douleur subie, je me relève péniblement. Rien de cassé, juste quelques égratignures. Je remonte sur le vélo, mais au bout de quelques mètres, je m'aperçois que j'ai crevé. En plus de ça, je n'ai pas le matériel pour réparer ma roue. Je fouille mon sac. La malchance ayant décidé de continuer sur sa lancée, bien entendu, mon portable n'a pas apprécié le choc et refuse de fonctionner. Et c'est là que, littéralement sorti de nulle part, un mec à l'air chelou débarque. Il vient directement me voir et me demande ce que je fais là. Un peu surprise et gênée sur le coup, je reste bouche bée et je ne sais pas trop quoi répondre. Il insiste et commence à se lancer dans un discours incompréhensible et lunaire. Il me demande si moi aussi j'ai été en contact avec les passagers d'une soucoupe ayant atterri, selon ses dires, la veille au soir, raison pour laquelle je me trouverai sur ce sentier qui, toujours selon lui, est censé servir de lieu de rendez-vous avec eux. Je lui dis que je n'ai rien vu et que je n'ai rencontré aucun extraterrestre. Je suis juste venu me balader dans le coin et j'ai eu un imprévu, mais je ne compte pas rester ici. Je montre mon intention de continuer mon chemin, malgré ma roue crevée, pas vraiment rassuré par cet illuminé qui me parle de trucs insensés. Je pensais qu'il en resterait là et qu'il me foutrait la paix, pendant que je me faisais à l'idée de devoir rentrer chez moi à pied, quand il s'est mis à m'agripper le bras. Il s'est alors mis à me dire que je lui mentais, qu'il savait que je n'avais pas pris ce sentier par hasard, comme je le prétendais, et que moi aussi je les avais vus.
comme lui les avait rencontrés, et que je ne devais pas avoir peur des révélations que ces êtres venus d'ailleurs s'apprêtaient à dire quand ils seraient là, pour respecter leurs promesses. Je tentais de me défaire de l'emprise de sa main fermée sur mon poignet, mais en vain. Il continuait son délire à base de fin du monde annoncé par ces fameux aliens, que lui et moi, on était des élus choisis parmi des centaines d'autres et qu'on devait être fiers de ça. Il me sortait aussi des trucs flippants, comme par exemple si j'avais une borne GPS sur moi, si j'avais un tatouage sur le cou pour prouver que j'étais pas un ennemi des aliens. Il disait qu'il avait une application sur son portable avec un lecteur de code barre lui permettant de déterminer qui était un allié des extraterrestres ou un ennemi. Il me demandait de lui faire voir si j'avais la même application. Je lui indiquais que mon portable était cassé et que donc je ne pouvais pas lui montrer. Il a commencé à me regarder d'un air encore plus bizarre, me demandant si mes complices n'étaient pas loin, qu'il trouvait ça étrange que je sois seul sur le lieu prévu pour le rendez-vous. Après ça, il a changé de disque, si je puis dire, en me saoulant de trucs de prévention sur le fait qu'une fille ne devrait pas se promener dans un endroit dangereux, que les arbres servaient de cachette à toutes sortes de pervers, n'attendant que ça, que quelqu'un comme moi vienne vers eux, et que si je voulais bien, il pourrait me protéger d'espions, ou un truc au moins aussi délirant. Il m'a sorti d'autres paroles à base d'hommes en noir, d'agents se déguisant en arbres, que c'était sûrement l'un d'eux qui m'avait balancé la branche pour me faire tomber et mettre hors service mon portable. Parce qu'il savait que je les avais rencontrés, en parlant à nouveau de ses visiteurs. J'étais terrorisée par ce malade, et par réflexe, ne pouvant arriver à lui faire lâcher mon poignet, je me suis rappelé les conseils de ma chère grand-mère pour ce genre de cas. Je lui ai lancé simplement un grand coup de pied dans ses parties génitales. Il m'a immédiatement libéré la main, me tordant de douleur et s'affaissant au sol en position fétale, tout en m'insultant d'ennemi du peuple, de complotiste anti-aliens et d'autres tissus de conneries tout aussi abracadabrantes les unes que les autres. Au moins, j'étais à nouveau libre. Je prenais mon vélo inutilisable sous un bras et avançais aussi vite que possible. Heureusement, je possédais un modèle très léger et je pus rapidement distancer ce dérangé. Un peu plus loin, j'eus la chance de tomber sur mon cousin qui travaillait dans un des champs avoisinants. Je lui expliquai ma mésaventure et il a tout de suite demandé à son patron présent à proximité s'il pouvait me raccompagner chez moi avec son véhicule et s'il pouvait appeler la police pour retrouver l'autre malade à qui j'avais pu échapper. Le lendemain, j'ai appris que le fameux gars était coutumier de ce genre de délire paranoïde. Il était connu pour se droguer et sortait d'un séjour d'un centre de désintoxication où il avait suivi un programme pour le guérir de ses hallucinations. Apparemment, ça n'avait pas très bien marché. Et il semblait qu'il avait été libéré trop tôt. Ou bien peut-être qu'il a fait croire qu'il était guéri pour pouvoir sortir. Avec mon témoignage accablant, vu qu'il a finalement été retrouvé et ramené au centre, je pense qu'il n'est pas prêt de sortir. En tout cas, je pense que j'éviterai de reprendre ce sentier désormais. Même sachant que le dérangé est à nouveau enfermé, j'aurai pas l'esprit tranquille. Pour cette troisième et dernière histoire, nous prendrons la voiture cette fois, mais nous resterons dans un cadre champêtre. Bonjour, je m'appelle Sarah et j'ai 29 ans. Il y a 8 ans maintenant que j'ai vécu quelque chose d'assez étrange que je n'arrive pas à comprendre et qui, aujourd'hui encore, me laisse perplexe. C'est donc en partie pour ça que j'ai décidé de vous le raconter. Et aussi en espérant avoir des avis différents et variés sur ce qui a pu se passer. J'avais donc 21 ans, c'était un samedi soir. On était invités à un mariage organisé dans un château à 40 minutes de chez nous. Vu que c'était le mariage de mon cousin, dont j'étais très proche, j'ai accepté d'y aller. Pourtant, je venais juste de rentrer du travail. Je suis infirmière. Et les horaires de week-end étaient assez lourds, mais malgré tout, j'avais accepté d'y aller, vu que je m'entendais vraiment trop bien avec lui pour le planter. J'avais cependant précisé à ma sœur qui m'accompagnait que je ne voulais pas y rester trop longtemps, genre jusqu'à minuit et demi, le temps de reprendre la route et d'avoir
un petit peu d'heures de sommeil, vu que je travaillais aussi le lendemain. La soirée s'est passée nickel. On danse, on mange, on boit, bref, c'était vraiment sympa. Mais l'heure de repartir arrive assez vite. Avec ma sœur, on salue nos cousins, le reste de la famille, et on retourne féliciter les jeunes mariés avant de reprendre la route. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai utilisé mon GPS, et que ce GPS ne m'a fait que passer par les routes non principales, les routes assez sinueuses. Et le château où s'est passé le mariage était assez reculé, perdu dans la campagne. On repart, je mets les pleins phares car les lampadaires sont inexistants et la route étroite. Durant les 10 premières minutes, tout se passe bien. On arrive alors au niveau d'un virage très sinueux et sombre et j'aperçois sur le bord de la route, côté passager, un homme, de dos, très maigre, totalement immobile. Il ne bougeait pas d'un cil. Sa tête baissée vers le sol, et je n'ai donc pas vu son visage. En temps normal, je me serais arrêtée, mais ce soir, je ne l'ai pas fait. Entre l'environnement, la fatigue, le fait qu'il soit tard, et mon instinct qui me disait de continuer de rouler, on dépasse donc cet homme et quelques minutes passent dans la voiture. Je finis donc par demander à ma sœur si elle a vu cet homme étrange et elle me répond « Quoi ?» Je lui décris alors ce que j'ai vu. Ma sœur me dit qu'elle n'a strictement rien vu, absolument personne, alors qu'avec mes pleins phares, elle ne pouvait pas l'avoir loupé. Moi, je l'ai vu distinctement. Du coup, plusieurs choses se passent dans ma tête. Est-ce que cet homme était juste un homme bourré? Ce qui serait franchement très étrange compte tenu du fait que sur cette route, il n'y avait rien. Pas de bar, pas d'habitation. Qu'est-ce qu'il pouvait faire au bord de cette route? Sans compter le danger de marcher de nuit sur le bas-côté d'une route aussi étroite et sinueuse. La peur de l'écraser que j'ai eue. Ou alors, est-ce que j'ai vu quelque chose d'inexplicable? Pourtant, je suis sûre de moi. Avec mes phares, je l'ai bien vu cet homme, ou cette femme après tout. C'est vrai, la personne était de dos, mais je l'ai vu. Il était vraiment mince, avec un genre de sweat foncé à capuche et plutôt grand. Du coup, j'ai envie d'en avoir le cœur net et je fais demi-tour. Mais rien, personne. Nous ne croisons absolument personne. Pourtant, je suis sûre de l'avoir vu et il ne pourrait pas avoir disparu. C'était déjà bizarre de croiser quelqu'un sur le bord de cette route, en pleine nuit, mais là, où est-ce qu'il est? Je m'arrête un instant sur le bord, perplexe. Mais ma sœur insistait pour qu'on rentre, me rappelant bien que, à la base, c'est moi qui étais pressée de rentrer pour pouvoir dormir. Et c'est là qu'à nouveau, je le vois, au même endroit que la première fois. Je freine, je m'arrête une petite dizaine de mètres plus loin, demandant à nouveau à ma sœur si cette fois-ci elle l'a vu, l'homme immobile avec le grand sac à la main. Je la regarde et elle est blanche comme un linge. Je lui demande si ça va. Elle me regarde en silence. Elle ne dit rien mais finit enfin par me répondre. Son visage et son sac. Démarre, vite, démarre. Et elle n'a rien voulu me dire de plus. Nous sommes rentrés et nous n'en avons plus jamais reparlé. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que la prochaine fois que je croise quelqu'un sur le bord de la route, je ne m'arrête pas et je continue. Voilà. J'attends vos opinions pour savoir ce qu'il en était. C'était donc notre dernière histoire pleine de mystères. Bonne soirée à tous.